le chapeau de paille et son équipage ont subi une défaite écrasante face aux chevaliers célestes, tout comme l'île d'Elbaf dans son ensemble. Cette tournure de l'intrigue met l'accent sur l'évolution du crew, tout comme les géants d'Elbaf devront retrouver leur puissance perdue en tant que peuple de guerriers. Beaucoup de lecteurs ne réalisent pas qu'en dépit de leur présence dans le Nouveau Monde depuis plus de 500 chapitres, la majorité des membres de l'équipage, excepté le trio des monstres, Luffy, Zoro et Sanji, n'ont pas réellement gagné en puissance depuis la fin de l'ellipse temporelle. Les transformations de Chopper n'ont pas changé depuis l'île des hommes-poissons. Franky, quant à lui, n'a reçu aucune amélioration de son corps robotique ni de son arme principale, le rayon radial, depuis leur première apparition à cette même époque. Il n'a ni développé de nouvelles armes, ni renforcé ses capacités. Brook également n'a montré aucune évolution. Même Jinbei n'a pas eu droit à un boost notable de sa force. Quant à Robin, il semble qu'elle possédait déjà les techniques du démon des fleurs et du karaté des hommes-poissons après l'ellipse, mais elle ne les a simplement jamais utilisées avant le combat contre Black Maria, n'ayant pas eu de vrai affrontement avant cela. Usopp, lui, a démontré en théorie des signes de haki de l'observation dans le Nouveau Monde, mais ne l'a toujours pas réellement maîtrisé au combat jusqu'à maintenant. En d'autres termes, sur près de 500 chapitres dans le Nouveau Monde, Nami est la seule membre de l'équipage hors trio des monstres à qui Oda a offert une montée claire en puissance, ce qui signifie que la plupart des membres sont restés au même niveau qu'à l'île des hommes-poissons. Et cela ne colle pas du tout avec l'idée de la guerre finale imminente, ni avec leur statut d'équipage du futur roi des pirates. C'est précisément pour cette raison que la défaite à Elbaf était nécessaire, car c'est l'étape où l'équipage doit devenir plus fort, et pas uniquement l'équipage dans son ensemble. Même Zoro et Sanji, malgré leurs évolutions à Wano, commencent à accuser un retard par rapport à Luffy, qui lui, enchaîne les power-ups depuis son arrivée dans le Nouveau Monde. Et s'il y a bien une chose que les événements d'Elbaf nous montrent, c'est que les deux ailes de Luffy doivent elles aussi franchir un cap pour rattraper leur capitaine. Le prochain arc, la guerre qui mettra fin à toutes les guerres, exigera que Zoro et Sanji combattent aux côtés de Luffy, affrontant les personnages les plus puissants du monde pour lui. Alors analysons pourquoi Elbaf semble conçu comme un arc d'entraînement pour l'équipage du chapeau de paille, ainsi que les potentielles évolutions suggérées pour chacun de ses membres. 3 indices clairs suggèrent que cet arc est centré sur le gain de puissance. 1. L'évolution de l'écriture des personnages jusqu'ici. 2e. Les thèmes généraux de l'arc Elbaf. 3e. La structure narrative que suit Oda dans cet arc en particulier. Commençant par le premier indice, le point de vue des personnages. Pourquoi la plupart des membres n'ont-ils pas évolué depuis l'île des hommes-poissons? Simplement parce que le Nouveau Monde ne s'est pas centré sur eux. Ils ont été relégués au second plan la majorité du temps, n'ayant que rarement des rôles centraux propices à leur évolution personnelle ou combative. Souvenez-vous, les arcs comme Alabasta ou Enies Lobby donnaient à chaque membre un combat dédié et une progression concrète. Ce type d'arc a pratiquement disparu dans la seconde moitié de la série. Même un arc colossal comme Wano n'a offert que des combats rapides à certains membres, et rien du tout à d'autres, car Wano n'était pas un arc axé sur l'équipage, mais sur les habitants du pays et le retour du guerrier libérateur. Mais à Elbaf, la dynamique change complètement. L'équipage revient au centre de l'intrigue. Dès les premiers chapitres, on a vu une remise en avant des anciennes dynamiques, comme celle des 5 de East Blue, et des arcs narratifs individuels émergent pour des personnages comme Robin et Franky, qui attendent une mise à jour depuis longtemps. Et nous n'avons même pas encore atteint le sommet de l'arc longuement teasé d'Usopp à Elbaf. Aussi, la majorité des personnages d'Elbaf sont des personnages secondaires, des géants, sauf Loki qui a reçu une attention particulière. Ce qui est crucial, c'est que la défaite contre les Chevaliers Célestes constitue le point dramatique le plus bas de l'arc, une étape essentielle dans tout arc de croissance. Et surtout, ce sont les chapeaux de paille eux-mêmes qui ont été battus, pas des personnages annexes, ce qui signifie que ce sont eux qui évolueront d'ici la fin de l'arc, que ce soit en force ou en maturité. Quant au deuxième indice, thématiquement, l'histoire d'Elbaf semble axée sur la force et la préparation à la guerre. Elbaf était autrefois la terre des plus puissants guerriers, mais elle est aujourd'hui une nation pacifique. C'est noble, certes, mais cela les rend vulnérables à toute menace. Les géants d'Elbaf ont perdu leur force, et le message est clair. On ne peut pas se débarrasser complètement de la force, car la guerre arrive, qu'ils le veuillent ou non. Et cette guerre, la plus grande de l'histoire, n'épargnera même pas cette nation pacifiste. Ainsi, tout comme les géants doivent retrouver leur puissance, l'équipage du chapeau de paille doit aussi s'élever pour être prêt à cette guerre décisive. Le niveau où ils se sont arrêtés à l'île des hommes-poissons n'est plus suffisant. Même Zoro et Sanji, qui n'ont pas directement participé au combat contre les Chevaliers Célestes, auront besoin d'une nouvelle montée en puissance. À Wano, ils ont progressé, mais moins vite que Luffy. Aujourd'hui, Luffy peut affronter des figures comme Kizaru, voire même les Gorosei, alors que Zoro et Sanji semblent moins décisifs sur Egghead. Elbaf nous a rappelé que les ailes du roi des pirates doivent être au sommet. Regardez le défi représenté par Scopper Gaban, bien qu'âgé, pour Luffy. Si Zoro doit combattre Mihawk bientôt, et si Sanji doit surpasser un Gaban à son apogée, ils ont besoin d'un gros power-up dans cet arc. Troisième indice, structurellement,
L'histoire offre une pause propice à l'entraînement. L'attaque des Chevaliers Célestes n'était qu'une introduction. Ils reviendront plus puissants plus tard. Cela crée une fenêtre narrative idéale pour la préparation et l'évolution de l'équipage et des géants. C'est très différent des autres arcs du Nouveau Monde, où l'action ne laissait aucun répit. Elbaf semble accorder à Oda un temps structuré pour donner à chaque personnage son moment de progression. À Wano, seul Luffy s'est réellement entraîné. Ici, ce sont les autres membres qui ont été battus et qui ont besoin de progresser. Bien sûr, cela ne signifie pas que chaque membre va s'entraîner dans une salle de musculation, mais plutôt que chaque développement sera naturel via l'apprentissage ou l'éveil de nouvelles capacités. Des indices ont déjà été semés. Commençons l'analyse avec Franky. Sanji a mentionné que le laser à tir rapide utilisé par Queen était une arme qui pourrait attirer l'attention de Franky. Et puisque le laser est, à ce jour, l'arme la plus puissante de Franky, il serait logique qu'il développe une version améliorée en tant que prochaine étape de son armement. Et comme Vegapunk est le premier à avoir reproduit le laser de Kizaru, la présence de Lilith pourrait jouer un rôle crucial dans la mise à niveau de Franky d'ici la fin de l'arc Elbaf. Pour Robin, son cas est fascinant. J'ai longtemps pensé que Robin n'apprendrait jamais le haki de l'armement, car cela la rendrait trop puissante. Mais ce raisonnement a changé récemment, après une scène cruciale. Robin s'est retrouvée impuissante face à un ennemi très fort, et Saul a dû la protéger à nouveau, comme lors de son enfance. Le cauchemar de son passé se répétait, Saul blessé en la protégeant de son corps. Je suis convaincu que cette scène prépare une inversion des rôles d'ici la fin de l'arc. C'est le même type de construction narrative qu'à Enies Lobby. Robin avait alors besoin de l'équipage pour la sauver. Plus tard, à Wano, elle est fière de leur rendre l'appareil. Ce schéma se répète avec Saul. Dans le chapitre 1148, Robin attaque enfin Summers, bien qu'il soit plus fort et possède une capacité de régénération. Elle exécute un plan rapide et intelligent. Elle lui ferme la bouche pour éviter toute distraction, puis lui brise la nuque, causant quelques dégâts. Mais ce n'était pas suffisant à cause de sa régénération. Son plan était brillant, mais il lui manque un élément clé. Elle n'a utilisé que ses techniques anciennes, qui sont inutiles contre de tels adversaires. Et puisque le fruit de Summers est naturellement l'antithèse du fruit des fleurs, cela explique pourquoi Robin n'est pas intervenu quand Summers a contrôlé les enfants. Les toucher lui aurait blessé les mains. Le seul moyen de vaincre quelqu'un comme Summers, c'est que Robin maîtrise le haki de l'armement. Peu importe la taille de ses bras ou le démonio fleur, elle ne pourra toucher ses épines qu'avec du haki, et c'est parfaitement à sa portée. Elle a maîtrisé le Fishman Karaté en 2 ans, preuve qu'elle peut apprendre des arts martiaux puissants si elle s'y consacre. Maintenant qu'elle a exploité à fond son fruit, la prochaine étape naturelle est le haki de l'armement pour combler le point faible de son pouvoir. Je suis convaincu qu'on verra une Robin bien plus forte dans le combat final d'Elbaf, car même avec les récents événements, une deuxième phase de combat approche, bien plus dangereuse encore. Passons maintenant à Brook, qui semble suivre un chemin intrigant à Elbaf, le monde des morts. Dans One Piece, ce monde est désormais lié à la glace et aux capacités froides, comme on l'a vu avec Brook et Venus Guro, le squelette qui maîtrise la vitesse extrême et l'escrime gelée. Et chose notable, le monde des morts à Elbaf est une vaste région glaciale. Ce terrain est idéal pour que Brook pousse ses capacités liées à la glace, comme si cet environnement avait été créé pour qu'il s'épanouisse en tant qu'utilisateur de pouvoirs glacés et surnaturels. Un entraînement complet se profile. Quant à Usopp, son chemin est clair. À Dressrosa, Usopp a montré un aperçu du haki de l'observation lorsqu'il a sauvé Sugar de Lola. Mais il n'a pas compris ce qui s'était passé et ne l'a plus utilisé depuis. Bien que le haki ne fasse toujours pas partie de son arsenal, tous les indices indiquent qu'Usopp développera le haki de l'observation à Elbaf. Cet arc est en effet rempli de signes d'un haut niveau de haki de l'observation, à commencer par Shanks, qui a démontré l'utilisation la plus impressionnante du haki jusqu'à présent, ainsi que les chevaliers célestes qui peuvent dissimuler totalement leur présence. Une technique avancée de haki de l'observation. Même Scopper Gaban a révélé une capacité incroyable à ressentir la présence des ennemis là où le trio monstrueux a échoué. Et s'il y a un arc qui peut ramener le fil narratif du haki d'Usopp, c'est bien celui-ci. D'autant plus qu'Elbaf a été préparé depuis longtemps comme un arc central pour Usopp. Et avec un futur adversaire potentiel comme Vanoger, qui possède un fruit du démon de téléportation, il devient essentiel pour Usopp d'avoir un haki d'observation lui permettant d'anticiper les mouvements de son ennemi. Quant à Chopper, son chemin est lui aussi évident, l'éveil de son fruit du démon. Sa forme Monster Point semble être un éveil partiel du fruit, similaire aux monstres d'Impel Down. Ces derniers ne possédaient ni nuage spécifique ni conscience réelle, ce qui signifie qu'ils n'étaient pas complètement éveillés. Chopper, de son côté, a gardé sa conscience dans sa forme de monstre, mais l'absence des nuages confirme qu'il n'a pas encore atteint un éveil complet. Chopper a toujours progressé en développant ses médicaments et en perfectionnant ses transformations. Et maintenant, il a une opportunité rare d'accéder à une nouvelle bibliothèque et à des ressources médicales inédites depuis longtemps. Son passé d'innovation, comme lorsqu'il a créé un médicament pour activer la forme Sulong après sa rencontre avec les Minks,
prouve sa capacité à évoluer rapidement. Passons maintenant à Nami et Jinbei, les deux seuls membres de l'équipage, hors trio monstrueux, qui pourraient ne pas recevoir d'évolution marquante dans cet arc. Nami a déjà obtenu une amélioration majeure avec la puissance de Zeus à Wano, donc il n'est pas nécessaire de lui offrir de nouvelles capacités pour le moment. Il suffirait qu'elle apprenne à mieux utiliser Zeus. Quant à son éventuel Haki, cela semble presque impossible, car tous les indices montrent qu'elle ne se bat pas physiquement, une condition essentielle pour utiliser le Haki de l'armement. En revanche, elle pourrait au moins apprendre le Haki de l'observation. Pour Jinbei, il est déjà l'un des membres les plus puissants de l'équipage après le trio principal. Il a atteint le sommet de sa force depuis des années. C'est un vétéran du Nouveau Monde de 50 ans, il n'y a donc pas beaucoup de marge pour une amélioration significative, si ce n'est l'apprentissage d'un Haki capable de contrer la régénération, comme l'a fait Scopper Gaban dans le chapitre 1148. Quant au trio principal, Luffy, Zoro et Sanji, leur histoire est différente. Je pense que Zoro et Sanji mèneront des combats puissants à Elbaf, mais il est peu probable que leur évolution passe par un entraînement direct. Chacun pourrait obtenir une évolution durant le combat, comme ce fut le cas à Wano. Zoro devra surpasser Mihawk et Sanji devra surpasser Scopper Gaban. Donc, des améliorations puissantes se sont inévitables. Surtout pour Sanji, qui pourrait éveiller le Haki royal, car la main gauche de Roger le possédait et a montré une puissance terrifiante contre les chevaliers célestes. Il serait donc logique que Sanji, à ce stade, accède lui aussi à l'éveil du Haki royal. Quant à Luffy, il a atteint un niveau extrêmement élevé, et il ne lui reste plus qu'à perfectionner son Haki royal. Kaido a suggéré à Wano que le Haki de Luffy était encore très loin de celui de Roger. Et dans Egghead, on a vu apparaître le concept de Haki de Joy Boy, confirmant que Luffy a besoin d'un bond gigantesque pour atteindre le niveau de Shanks ou de Joy Boy. C'est pourquoi je pense que son évolution finale dans le Haki viendra grâce à Scopper Gaban, qui lui enseignera le Haki royal le plus puissant jusqu'ici, et comment l'utiliser contre l'immortalité. Bien sûr, cela concernera uniquement le trio monstrueux, tandis que le but principal de cet arc sera d'offrir au reste de l'équipage l'opportunité d'élever leur niveau au standard du futur équipage du roi des pirates. Voilà pourquoi l'arc d'Elbaf ne sera pas qu'un simple détour dans le voyage des Mugiwara. Ce sera un champ de bataille symbolique, une étape décisive, où chacun devra se surpasser pour mériter sa place aux côtés du futur roi des pirates. Les masques tomberont, les limites seront brisées, et les héritages oubliés referont surface. Que ce soit Usopp face à ses peurs, Chopper face à sa bête intérieure, ou même Sanji face à sa destinée royale, chacun aura rendez-vous avec sa propre légende. Et si l'équipage veut vraiment prétendre au trône de Joy Boy, alors Elbaf devra marquer leur renaissance. Préparez-vous et abonnez-vous. Le véritable voyage commence maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de laisser un j'aime et un commentaire qui contient un dragon, comme ça je peux vous identifier mes chers, c'est Yonko Nika. Ciao.